L'after est de retour, 21h, 23h, toujours 0-0 entre la France et l'Islande. On va peut-être se commenter ce petit coup franc, Arnaud Souk qui suit le match avec nous, parce qu'il y a un coup franc à une vingtaine de mètres et la célèbre Amandine Henry est pas loin du ballon. Voilà, il y a Amandine Henry qui est pas loin, il y a également Camille Abili. On est plein d'axe, il y a eu un joli coup de pied arrêté juste avant et une tête qui aurait pu aboutir à une situation extrêmement dangereuse. Attention, c'est parti avec Amandine Henry et ça sera dans les mains de la gardienne islandaise. Ça fait donc toujours 0-0. On a le sentiment, on le disait pendant la petite pause en regardant le match se dérouler, on a le sentiment que ça va être justement sur coup de pied arrêté que les Françaises vont pouvoir faire la décision. Pour l'instant, dans le défi physique, les Islandaises répondent vraiment présents et c'était la crainte précisément des Bleus. Donc voilà, il va falloir notamment bien négocier les phases de coup de pied arrêté. Toujours 0-0, il reste 9 minutes en première période. Merci beaucoup. On va maintenant parler de la DNCG, cet organisme, le fameux gendarme financier de la Ligue 1 et pas que de la Ligue 1 d'ailleurs, mais en tout cas du foot français, qui a une très bonne réputation parce que c'est vrai qu'en France on a été un peu précurseur dans cette gestion et dans cette on va dire cette vigilance vis-à-vis des clubs français. Et Thierry Grande-Turcot, qui est avocat à la Cour. Bonsoir maître. Bonsoir. Est avec nous ce soir dans l'after. Bonsoir. Parce que vous avez communiqué sur quelque chose qui a un peu échappé, pour tout dire un peu à tout le monde en cette fin juin, un arrêt du Conseil d'État qui remet en fait en cause en quelque sorte une donnée qu'on pensait un peu évidente pour tout le monde, à savoir l'indépendance de la DNCG. Vous dites, fondant sur cet arrêt du Conseil d'État, eh bien la DNCG n'est pas indépendante. Oui, effectivement. Bon, c'était aussi un secret de polichinelle. C'est-à-dire que le Conseil d'État ne fait en fait que confirmer ce que beaucoup pensaient déjà. La DNCG, c'est une émanation de la Fédération française de football. Elle n'a pas d'autonomie, elle n'a pas d'indépendance. Elle est en fait administrée par le secrétariat de la Fédération française de football. Elle peut même pas signer ses décisions. Et on a su, par ailleurs, avec les cas du Mans, lors de la saison 2011-2012, mais plus tard aussi avec Lens, que lorsque des décisions de la DNCG déplaisent au COMEX, donc au comité exécutif de la Fédération française de football, les hauts dirigeants de la Fédé savent s'écarter des décisions de la DNCG, ce qui montre bien, si vous voulez, l'absence d'indépendance de la DNCG en l'occurrence. Alors, rappelons pour être clair, par rapport à ce que le Conseil d'État a dit dans son arrêt, la DNCG, vous l'avez dit, est un organe de la 3F. Elle n'a pas de personnalité morale distincte, c'est ça qu'il faut dire. Oui. Ce qui explique donc, on va dire qu'elle n'est pas indépendante. Est-ce que ça remet en cause son efficacité ? Parce que finalement, juridiquement, on vous suit, et vous avez raison de le dire, en quelque sorte, on le savait sans peut-être y faire attention. Est-ce que ça remet en cause finalement la validité de son travail ? Non, je pense qu'elle est composée de membres qui sont tout à fait, qui font leur boulot de manière indépendante, sans pour autant, si vous voulez, que l'organe le soit. Si on reprend, je pense que cet exemple, il est parlant en soi. Si on reprend le cas du club du Mans, encore une fois en 2011-2012, on sent que la DNCG dit qu'il faut arrêter, c'est-à-dire que le club doit cesser ses activités. En l'occurrence, ils étaient à ce moment-là en Ligue 2. Or, pour l'intérêt supérieur du football français, puisqu'on se rappelle de toute l'importance qu'avait le stade du Mans à l'époque, puisque c'était notre premier stade en partenariat public-privé, en PPP, à ce moment-là, la Fédération française de football, elle passe outre. Et elle décide que non, finalement, on va écarter la décision de la DNCG et on va maintenir le Mans en Ligue 2. Donc, et c'est sur ce genre de décision qu'on se rend bien compte que, quels que soient, si vous voulez, les membres de la DNCG, quel que soit leur boulot, si à un moment donné, leur décision devait déplaire au COMEX, ils s'en écarteraient. Alors, pour autant, ça rend pas le rôle de la DNCG, si vous voulez, complètement indu. La DNCG fait son boulot chaque été, on rappelle que cette DNCG, elle est née en 84, on faisait suite aux caisses noires de Saint-Étienne, et qu'elle avait pour but de s'assurer la sincérité des comptes de chaque club professionnel. On est descendu depuis lors au club de national CFA, on va même jusqu'en DH maintenant. Mais à l'époque, l'objectif, c'était de s'assurer qu'un club qui s'engage en championnat n'implose pas en plein vol. Oui, des finances. Celui qui commence le championnat ait les moyens financiers de le terminer. Et ça, on peut dire quand même, cet aspect-là, au global, est plutôt une réussite.
Oui, alors il y a quand même encore une fois un exemple, celui de Gognon 2010-2011 qui explose en plein vol aussi en pleine saison. Mais mis à part ce que je veux dire, ce sur cas-là, la totalité des saisons, on va dire récentes, parce que sans remonter à 84, on va dire de plein exercice de la DNCG de son plein pouvoir, on peut dire que la régularité des compétitions, au moins à ce titre-là, ça a été plutôt respecté. Après, on peut discuter sur l'efficacité dans certaines de certaines décisions, mais l'objectif numéro 1 qui était de garantir l'équité des compétitions sur ce plan-là était plutôt respecté. Oui, là on peut dire que c'est un succès. Ceci étant dit, essayez de trouver un exemple dans les grands championnats européens où il n'y a pas de DNCG, où un club n'aurait pas terminé la saison. En Italie, il y a une DNCG. Pardon, maître, je vous ai coupé la parole. Non, mais je veux dire, il y a des DNCG un peu partout, mais avec des règles comme les nôtres, il y en a peu. Donc, regardez en Angleterre, par exemple, où on arrive à sauver un club comme Bolton qui aurait chez nous 10 fois fait faillite. En Angleterre, il est toujours là. Donc, on a en France une DNCG qui est particulièrement stricte, avec des règles particulièrement strictes. Et il est vrai que sur la régularité des championnats, avec l'impossibilité pour un club, a priori, de ne pas terminer son championnat, là, c'est une grande réussite. Voilà. On peut la remettre en perspective. En Italie, la DNCG... Oui. En Italie, la NDNCG, comment tu as dit ? Covisoc est assez strict quand même. On se rappelle du cas de Parme notamment, qui a été rétrogradé. Il y a quand même des règles à l'étranger qui sont aussi strictes et applicables avec des actions qui sont rendues de fait. En gros, en Italie, oui, et puis en Angleterre, en Espagne, moins. Oui, en Allemagne regardez aussi, même en Angleterre. Italie. Si vous voulez, il y a eu une étude comparative qui a été faite par le Sénat sur les règles de DNCG dans l'ensemble des grands championnats européens. On est largement les plus rigoureux. Oui, on va pas s'en plaindre. On va pas s'en plaindre, puisque manifestement, en termes de continuité et de régularité des compétitions, ça porte ses fruits. Voilà. Après, il est vrai qu'on peut se poser des questions sur le développement du football français sous cette chape DNCG. Parce que par contre, ce que l'on constate, c'est que pendant ce laps de temps-là, on aurait pu se dire que la DNCG aurait aidé au développement, ou en tout cas à la sécurisation de l'économie du football chez nous et de la structure financière de nos clubs. On constate qu'en réalité, il n'en est rien. Et on constate aussi que finalement, on est le pays dans lequel il y a le plus de faillites de clubs. De très loin par rapport aux autres pays. Donc sur cet aspect-là, on peut se poser des questions et se demander si finalement on n'est pas un tantinet trop strict. Mais, maître, bonsoir. Bonsoir. Bon, je vous écoute, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur certains aspects. Qu'il y ait beaucoup de clubs en France qui aient mis la clé sous la porte. La DNCG se veut être un gendarme financier, non pas un guide, un accompagnateur presque sur la gestion d'un chiffre d'affaires, de budget, de clubs de L1, L2 et des étages inférieurs. Elle est là pour être une caution pour la fédération quant à des finances saines de la part des clubs. Si certains d'entre eux ont mis la clé sous la porte, c'est parce qu'ils ont été, et il y a pas mal de cas sur les 25-30 dernières années, ils ont parfois été mal gérés. Et s'il n'y avait pas eu de DNCG, alors c'est peut-être du football fiction, mais on peut légitimement croire que beaucoup d'autres clubs, plusieurs autres clubs, parce que le football est aussi une danseuse et qui entraîne parfois quelques excès de la part de ses dirigeants. On aurait eu une Ligue 1 ou une Ligue 2 avec beaucoup plus de rétrogradation administrative, beaucoup plus de faillites, de banqueroute. C'est en ce sens où je ne vous suis pas. Et une chose sur votre communication, ou en tout cas ce que vous soulignez sur une indépendance un petit peu partielle finalement, puisque la DNCG, et j'en sais quelque chose, je pouvais presque citer, à quel étage elle se trouvait à la fédération, est un organe de la fédération. Il n'y a pas a priori d'autres possibilités, que ce soit en France ou dans d'autres pays, d'avoir un organe de contrôle de gestion totalement indépendant de la fédération qui pilote un football dans son propre pays. Si, alors, je suis désolé, mais il faut que je revienne sur ce que vous dites à différents points de vue. Vous avez raison de dire que lorsqu'il y a une mauvaise gestion et qu'un club fait faillite parce qu'il est financièrement exempt, parce qu'il a très clairement il a fonctionné sur un certain nombre d'années avec des dépenses très largement supérieures à ses recettes, qu'il y ait une faillite qui soit constatée par la DNCG, ça ne pose aucun souci. Par contre, quand vous parlez de rétrogradation administrative, c'est souvent que le club n'est pas exempt financièrement, qu'il n'est pas en situation de faillite, mais que le règlement l'amène à devoir être rétrogradé administrativement. Donc effectivement, quand vous... Pardon ? Il n'est pas à l'équilibre.
il n'est pas à l'équilibre, mais il n'est pas en faillite. C'est-à-dire que n'importe quelle société commerciale dans n'importe quel secteur continuera à vivre. Oui. Mais vu les règlements de la j'ai pas DNCG, distingué faillite de non, mais c'est vrai qu'en ce sens, la DNCG, en gros, en fait, on donne un pouvoir exorbitant en fait à la DNCG. La DNCG peut estimer que malgré que le club puisse être pérenne, c'est-à-dire qu'il pourrait continuer à fonctionner. Seulement, il a, pour être un peu technique, il a des fonds propres qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'il est dans une situation financièrement déstructurée. Alors on estime qu'il doit cesser son activité maintenant. Il est rétrogradé. Quand un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 est rétrogradé en CFA 2, ou en CFA, qui est le niveau de compétition de son équipe réserve, nécessairement il fait faillite. Nécessairement, puisqu'il tombe en fait au niveau de compétition. Au lieu d'essayer de trouver peut-être une solution qui serait trouvable pour d'autres entreprises, qui est le cas parfois avec de nouveaux investisseurs ou autres, vous dites on les rétrograde et là forcément réduit au niveau du CFA, là tout le monde met la clé sous la porte et il n'y a plus aucun investisseur. C'est juste que souligner Maître Grand Turcot sur le fait qu'il faut qu'il y ait des fonds. Et c'est la même chose qu'on retrouve à l'échelle de l'UEFA avec le fair play financier. On demande aux clubs à ce qu'ils aient des fonds suffisamment conséquents pour encaisser un choc, comment dirais-je, économique dans le cas d'un très gros transfert. Mais effectivement, il faut que le club ait des liquidités. Oui. Donc si on compare ça à la situation anglaise, par exemple, on constate qu'il y a un certain nombre de clubs qui sont dans des situations financièrement où chez nous ils seraient rétrogradés, qu'ils ne le sont pas. Sûr. Et qui continuent leur activité. Bolton vient de remonter, je crois, en D2. Donc on a différentes approches qui se... écoute, encore une fois, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui devrait, en tout cas, s'étudier un peu plus profondément, parce qu'il y a des discours qui sont des discours qu'on entend régulièrement à gauche, à droite, et qui consisteraient à dire que notre DNCG est un exemple. Or, si elle était tant un exemple que ça, on aurait quand même une économie en Ligue 1 et Ligue 2 qui ne reposerait pas que sur des apports en compte courant de leurs actionnaires et sur des transferts, d'une part, et on aurait d'autre part pas autant de faillites. C'est-à-dire que quand on examine cette situation au regard des faits, on se rend compte qu'il y a quand même un problème. Voilà. Alors, maintenant, qu'il faille remettre en cause le rôle de la DNCG globalement, je dis non, la DNCG est absolument nécessaire. Maintenant, qu'il faille regarder un petit peu la rigueur des règlements qu'on applique chez nous, vraisemblablement oui. Vous dites qu'il faut réformer le code du sport, hein, vous en appelez à Laura Flessel, la nouvelle ministre des Sports. Oui, en tout cas, si vous voulez, je pense qu'il faudrait revoir cette question d'indépendance, parce que c'était un point sur lequel je souhaitais également revenir. Bien entendu que si, on peut avoir une autorité indépendante. Et si on veut vraiment une DNCG indépendante, alors elle peut être, si vous voulez, autonome de la Fédération française de football. Et alors à ce moment-là, ces décisions seraient contestables devant les tribunaux. Mais qui la piloterait ? Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette question d'autonomie. Mais qui la piloterait, sachant que toutes les fédérations de foot au monde ont l'injonction de la part de la FIFA qu'il n'y ait aucune entremission des gouvernements. Oui. Et alors moi, ça m'intéresse, vraiment une vraie curiosité. Comment piloter cette commission indépendante à la fois du ministère des Sports et de la fédération qui pilote le football en France? Oui, si vous voulez, on pourrait par exemple avoir une DNCG omnisport ou multisport. Une DNCG, en tout cas, dont les décisions ne pourraient pas être renversées par le COMEX d'une simple fédération. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça pourrait au moins la rendre indépendante de la fédération. Oui, c'est ça. Il faudrait que lorsqu'une DNCG prend une décision, elle prend ses décisions avec quand même des hommes et des femmes qui sont compétents, qui viennent siéger à la DNCG avec l'indépendance d'esprit qui est la leur. Lorsqu'ils prennent une décision sur la santé financière d'un club, on pourrait s'attendre à ce que leur décision ne soit pas renversée par le COMEX. Maître Grand Turcot, une dernière question très importante. Par rapport à cet arrêt du Conseil d'État, est-ce qu'on peut imaginer, puisque ça souligne et ça grave, on va dire, dans le marbre du droit, au moins administratif, qu'il y a un conflit d'intérêts, qu'il y a un manque d'indépendance? Est-ce que les clubs, comme Bastia, pour faire simple en ce moment, qui va d'ailleurs passer devant le CNOSF, est-ce qu'ils peuvent aller en justice pour dire, maintenant qu'il est dit officiellement que la DNCG n'est plus indépendante, alors on attaque la fédération et on attaque la décision? Non, je pense que c'est pas aussi simple que ça. Parce que sinon, ils vont venir sonner à votre cabinet, maître. Oui, non, mais en l'occurrence, il y a un club qui attend justement la décision de Bastia et qui est dans les starting blocks pour savoir s'il prend action ou pas. Celui-ci est déjà
au sein de mon cabinet. Mais en l'occurrence, il n'y a pas c'est le Paris FC, c'est ça? Oui, c'est bien tenté. Mais il n'y a pas de corrélation très évidente, si vous voulez, entre le dommage que peut subir un club et l'indépendance ou pas de la DNCG. Donc il faudrait vraiment que la décision, comme ça a été le cas par exemple à l'époque de Metz, quand la Fédération française de football a décidé de maintenir Le Mans malgré la décision de la DNCG, c'est Metz qui en a pâti. Eux ont été à ce moment-là devant les tribunaux pour estimer que là l'indépendance impactait directement leur situation. Maintenant, Bastia est dans une situation financière telle, si je suis correctement informé, que je ne pense pas qu'ils puissent se plaindre d'une absence d'indépendance de la DNCG dans le... Oui, mais sauf que si on se base sur les principes, on ne parle même pas finance, on parle d'abord du principe. Après, je me suis trompé, c'est le Red Star, hein, c'est ça qui il y a le Red Star, le PSC, il y a un autre club qui... Oui, mais en l'occurrence, Patrice Haddad nous en a parlé, effectivement, il envisageait de porter l'affaire devant d'éventuels tribunaux. Maître Grandioco, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Merci, Maître. Et à bientôt. Je sais que vous êtes un fan de l'After, donc je sais que vous êtes un auditeur régulier. Voilà. Et merci en tout cas d'être intervenu dans l'After. Merci beaucoup. À bientôt. La mi-temps du côté de l'Euro féminin, Arnaud Souk, 0-0 entre la France et l'Islande. Ouais, on n'a pas vibré, les Bleus très déçus, les Islandaises remontées, mais alors comme des coucous, elles se sont tapées dans les mains à la mi-temps, façon genre on a gagné. Non, il y a bien 0-0 à la mi-temps entre l'Islande et la France. On a vu une expérimentation arbitrale sur cet Euro. Les cartons jaunes distribué à les membres du staff sur le banc. C'est-à-dire que là, il y en a un qui a crié parce que il y avait un peu. Ouais, là, en tout cas, ils le font. Ils le font. Arnaud, c'est qu'ils encouragent les arbitres à le faire. Ils encouragent véritablement à le faire, à mettre des jaunes, à mettre des rouges. Monsieur Gautreau. Là, c'est pas l'entraîneur, si tu veux. Là, c'est un kiné qui a pris un jaune, quoi. Tu vois. Enfin, c'est. J'ai vu un kiné expulsé en équipe de France. Qualification. Et on rappelle que les arbitres peuvent mettre des cartons à des joueurs qui sont remplaçants dans le couloir du vestiaire, expulser des remplaçants, etc. Mais là, voilà, ils encouragent à le faire particulièrement, c'est écrit dans les règlements de cet Euro qu'ils encouragent particulièrement à le faire. Et le kiné, au bout de 3 cartons en 10 matchs, il peut plus masser. Ah ouais. Il va passer les jeudis soirs en commission de discipline, ils vont envoyer les kinés. N'importe quoi. Mais il y a eu un kiné de l'équipe de France Espoir qui avait été expulsé. Pour ceux qui s'en souviennent, dans un match où l'équipe de France Espoir s'était fait carotter comme c'était pas Portugal. France-Italie. Je crois un arbitre portugais, un France-Italie qualificatif pour les JO. Portugal. À Clermont. Ouais. Non, clairement, c'est autre chose. C'est les vestiaires complètement dévastés. Cristiano Ronaldo et consorts. Il y avait eu le match avant. Très bien. Et donc le kiné s'était fait expulser du banc. Moi, j'ai même connu un attaché de presse expulsé dans le couloir d'un match de Coupe du Monde. C'était toi? C'était pas moi parce que j'étais pas attaché de presse en 2014. D'accord. C'est récent, ça. Il avait mis son poing dans la gueule de son homologue chilien. Je connais un Brésil-Chili en 8e de finale de Coupe du Monde. Aussi avec un dirigeant rémois aussi, moi. Un attaché de presse ex-journaliste. Bref. Beaucoup d'ex-journalistes. Okay. Dans quelques instants, merci Arnaud pour évidemment ce français. Non, pas de ciao. Il y a la deuxième mi-temps. Il veut tout ça va pas. T'as pas dit grand chose là. Jonathan, il a dit salut Ahmed. Non. Et puis Jonathan, je tiens à t'expliquer que le foot féminin c'est 2 fois 45 minutes comme le foot masculin. Ça ne s'arrête pas à la mi-temps. Ça s'arrête pas bien le foot féminin. Allez, dans quelques instants, la suite de l'after. On va parler de Nantes. C'est notre Tour de France des clubs qui nous y amène ce soir. On vous attend au 32-16, supporters nantais. À tout de suite dans l'after.